D'autre part, pour aborder un petit peu une question un peu formelle, peut-être atypique dans le cadre des débats publics en éthique, qui est la question du rapport entre l'éthique, les normes et leur transgression. Il y a deux manières de faire qui, toutes les deux, en poursuivant le même objectif, qui est celui de soigner, empruntent pour autant deux chemins contradictoires, et d'où résulte le paradoxe. Il y a deux chemins, deux façons de concevoir de l'éthique. Il y a une façon qui consiste à voir dans l'éthique, qui fait de l'éthique un champ de la réflexion qui va viser à produire des règles qu'on devra respecter, et ensuite il faudra faire en sorte que les actes soignants soient conformes à ces règles-là. Et il y a toujours au nom du soin une autre façon de définir l'éthique, de penser l'éthique ou de faire de l'éthique, qui est au contraire de poser que la réflexion éthique, elle doit s'affranchir, ou elle peut, ou elle doit s'affranchir de ces règles-là. Alors pour résumer, on a cette vision de l'éthique, on a cette finalité qu'est le soin, on a un ensemble de corpus de règles sur lesquels va revenir Jean-Luc Chopard, que je vais présenter dans quelques secondes. Et on a ces deux façons. La première qui est de considérer que l'éthique, elle doit passer par le respect des règles, ça fonctionne, et la seconde qui est que l'éthique, elle doit les contourner avec cette question fondamentale. Du coup, face à ces deux façons contradictoires, qu'est-ce que c'est que faire de l'éthique? Comment est-ce qu'on définit et qu'on caractérise la démarche éthique? L'enjeu principal de cette conférence ce soir, qui est peut-être, alors je ne l'ai pas rencontré beaucoup, mais je me trompe peut-être, qui n'est pas forcément habituel en termes de débat public, c'est de se dire qu'on est là pour réfléchir autour des moyens dont on dispose. On va essayer de débattre autour des moyens dont on dispose pour réfléchir dans les situations les plus complexes à ce qu'il faut faire dans le champ de la santé. Pourquoi faut-il des règles et pourquoi des règles morales sont apparues très tôt? Parce que l'exercice médical est quand même un peu particulier. C'est d'abord une relation interpersonnelle, c'est aussi une relation interpersonnelle particulière parce qu'elle a un rapport à l'intimité de l'autre, il y a un dévoilement de l'autre, notamment du patient, parce qu'il y a une relation à la souffrance et à la mort, et on pourrait, si on pousse le bouchon un peu loin, dire que tous les soins sont des soins palliatifs, puisque même si vous êtes guéri, vous finirez quand même bien par mourir. Et puis il y a également une relation au pouvoir sur autrui, et on verra que les choses ont quand même un peu évolué entre le paternalisme et l'autonomie qu'on accorde aujourd'hui aux patients. Et puis enfin, il y a une relation au sujet social, puisque au-delà du colloque singulier entre le médecin et le malade, il y a tout ce qu'il y a autour de la prise en charge médicale et de la solidarité, ou au contraire de la discrimination. Donc pour encadrer l'exercice médical, ce qui est mon propos, il y a d'une part des règles déontologiques, dont la référence glorieuse est Hippocrate bien sûr. Il y a d'autre part des textes internationaux, je les ai mis là parce que j'ai essayé de respecter une certaine chronologie, et certains font remonter l'éthique médicale au code de Nuremberg, on en dira un mot tout à l'heure. Il y a bien sûr les règles de droit, et puis plus récemment les recommandations des comités d'éthique, notamment du comité consultatif national d'éthique. Et puis, mais je passerai très rapidement là-dessus, des règles professionnelles qui sont en réalité des règles purement techniques et qui ne nous intéressent pas vraiment ce soir. Hippocrate, c'est 5 siècles avant Jésus-Christ, ce qui veut dire que dès le début de la médecine, ou en tout cas d'une médecine qui n'était plus magique comme elle l'était auparavant, eh bien, il y a des préoccupations morales qui sont attachées à l'acte médical. Le mot de déontologie a été forgé au XIXe siècle par Jeremy Bentham. Étymologiquement, c'est le discours sur ce qu'il faut faire, et en fait, ça correspond à des règles coutumières qui étaient transmises au fil des générations et qui délimitaient ce qu'il était convenable de faire dans l'exercice professionnel. C'est une morale professionnelle qui est propre à une profession particulière. Il y a une déontologie médicale, comme il peut y avoir une déontologie des avocats, des architectes ou des policiers, mais il n'y a pas de déontologie tout court. C'est toujours attaché à une profession particulière. Et cette morale professionnelle, elle a été progressivement codifiée et imposée. Et pour qu'elle puisse être imposée, il fallait un organe qui permette de le faire. Et cet organe, c'est l'ordre des médecins. C'est l'ordre national des médecins, voilà, le Conseil national de l'ordre des médecins, je ne me mettais pas dans le bon ordre, qui élabore le code de déontologie, et la version actuelle, elle est issue de 1995, d'un décret de 1995. Et je disais que c'est un ordre qui est imposé, que c'est un ordre moral qui est imposé,
puisque si les médecins ne le respectent pas, ils encourent des sanctions disciplinaires. Ce qui est relativement nouveau, c'est que ces codes de déontologie, non seulement médicaux, mais d'une manière générale, tous les codes de déontologie, sont désormais inscrits dans la loi, puisqu'ils sont déclinés dans le Code de la santé publique. 2 mots sur les textes internationaux. Je vais passer très vite parce que vous allez voir que la plupart de ces textes internationaux, ils ont comme ambition de réguler l'expérimentation humaine, ce qui est quand même un domaine assez particulier de la médecine. Le plus célèbre d'entre eux, c'est le Code de Nuremberg, puisque vous savez que c'est un tribunal militaire américain qui a finalement jugé les médecins nazis et qui a énoncé un certain nombre de règles qui n'étaient initialement pas du tout des règles éthiques, c'était simplement des règles juridiques qui permettaient de condamner éventuellement les médecins qui étaient poursuivis. Et puis ces règles d'essence juridique ont pris finalement, et très rapidement d'ailleurs, une dimension éthique. Et comme je l'annonçais tout à l'heure, il y a pas mal d'auteurs qui font remonter l'éthique telle qu'on la connaît actuellement à ce fameux Code de Nuremberg. Il ne faudrait pas croire que le Code de Nuremberg a été la première énonciation de ces règles, puisqu'il y a une circulaire du ministère de l'Intérieur du Reich allemand qui date de 1931, c'est-à-dire avant le nazisme, qui énonçait des règles à peu près similaires et qui était donc très en avance sur son temps, avant le déferlement que l'on connaît et qui s'est manifesté ultérieurement. Alors ces principes nécessaires aux expériences, c'est le consentement volontaire, le fait que l'expérience soit scientifiquement justifiée, qu'elle soit la moins risquée possible, avec toutes les précautions et les compétences nécessaires, et que cette expérience puisse être arrêtée à tout moment. Il y a 10 préceptes dans le Code de Nuremberg, j'en ai mis quelques-uns ici qui sont les plus importants. Et puis petit à petit, ces textes internationaux, ils ont débordé le champ de l'expérimentation pour énoncer un certain nombre de principes plus généraux. C'était le cas notamment de la Convention européenne sur les droits de l'homme et de la biomédecine qui s'est tenue à Oviedo en Espagne en 1997, qui n'a été ratifiée qu'assez récemment par la France. Et cette convention dit que l'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur l'intérêt de la société ou de la science, et qu'on doit respecter la volonté et le consentement du patient, etc. Et autre point important de cette convention, l'accès équitable aux soins. Vous voyez qu'il y a également des préoccupations sociétales qui apparaissent dans ces textes internationaux. Autre système de régulation, le droit médical. Je vais essayer d'accélérer un peu. Alors il y a des règles de droit qui sont d'essence extrêmement variables. Il y en a d'abord des règles qui sont destinées à tous les citoyens et qui s'appliquent de manière un peu particulière aux médecins. Par exemple, pour ce qui concerne le code pénal, l'assistance à personne en péril. Chacun d'entre nous doit porter assistance, et a fortiori s'il est médecin. Et puis apparaît progressivement une dimension dite bioéthique qui est en rapport avec le développement des biotechnologies, ce qui a donné finalement lieu à la promulgation des lois dites de bioéthique en 1994, avec 2 lois de bioéthique. D'une part, une loi qui énonce des principes très généraux qui sont écrits dans le marbre du Code civil, primauté de la personne, de sa dignité, respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. On s'est bien gardé, heureusement, de définir ce qu'était exactement le commencement de la vie. Chacun a droit au respect de son corps, protection de l'intégrité de l'espèce humaine, etc. Vous voyez que ce sont des principes très généraux qui sont devenus des principes de droit, puisqu'ils sont inscrits à la suite de cette loi dans le Code civil, et notamment dans l'article 16. Ensuite, on en arrive au cœur de la relation médecin-malade. Je vous disais tout à l'heure que jusqu'à une date relativement récente, il n'y avait que la déontologie qui s'occupait de cet espace particulier entre le patient et son médecin. Eh bien, les choses ont changé avec la loi Kouchner du 4 mars 2002, une loi qui a l'ambition de mettre en place une démocratie sanitaire, c'est-à-dire une relation non plus paternaliste, mais égalitaire entre le patient et son médecin. Et il y a un certain nombre de droits qui sont énoncés tout au début du Code de la santé publique. Droit à la protection de la santé, droit au respect de la dignité, droit au respect de la vie privée, etc. Et ces droits sont déclinés dans le fil de la loi, dans des dispositions sur lesquelles on pourra revenir éventuellement tout à l'heure. Il y a également une partie sur l'information des usagers du système de santé. Alors on est passé du patient à l'usager du système de santé,
le droit d'être informé sur son état de santé, sur les traitements, sur les risques, et puis le droit au respect de la volonté. Aucun acte médical ne peut être exercé, effectué, sans le consentement préalable du patient. Autre cadre de l'exercice médical, ce sont les avis et recommandations des comités d'éthique. Il y a des petits grands problèmes, si j'ose dire, c'est-à-dire des demandes d'aide à la décision qui sont traitées plutôt par les comités d'éthique locaux. Je vous dirai un mot du comité d'éthique clinique du CHU. Donc, le comité consultatif national d'éthique, il a pour fonction de donner des avis sur des problèmes éthiques soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. C'est bien un ancrage dans la bioéthique. Indépendamment des problèmes de la recherche médicale, eh bien, il y a des problèmes éthiques au lit du malade qui se posent et qui sont en fait la véritable fonction de ces comités d'éthique locaux. Finalement, la question se pose si toutes ces normes, toutes ces recommandations, tous ces principes généraux sont suffisants ou non pour avoir une pratique qui respecte l'éthique médicale. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que l'éthique médicale? Parce que la première question, finalement, c'est... On pourrait se dire, oui, il nous parle d'éthique, il nous parle de transgression, il nous parle de normes. Essayons de définir au moins ce que c'est l'éthique médicale. Finalement, je me suis approprié cette citation de Paul Ricoeur qui est la conviction qu'il existe une meilleure façon d'agir et de vivre. Simplement, la conviction. Donc on est déjà en éthique... On pourrait être un tout petit peu critique sur le fait qu'on soit convaincu qu'il va exister une meilleure façon d'agir et de vivre. Si j'admets la visée bioéthique, de l'éthique biomédicale selon Paul Ricoeur, qui finalement l'a définie dans différents écrits, mais ce papier-là est facile d'accès et intéressant. C'est précisément dans le contexte médical, dans un contexte où on va produire en fait des situations difficiles et des situations de patients, j'entends des situations de patients difficiles, qu'il nous faut inventer et la norme et le jugement. C'est-à-dire qu'on devrait en tout cas avoir sous l'idée que l'éthique, c'est d'avoir la conviction qu'il existe une meilleure façon d'agir et de faire, il faudrait se poser la question de produire des normes qui définissent cette meilleure façon d'agir et le jugement pour définir si on s'écarte ou pas de ce jugement, de cette norme, pardon. L'éthos, c'est plutôt tout ce qui est de l'ordre de l'habitude, de la règle, de la coutume. Et donc l'éthique, finalement, d'autres personnes, que je reprendrai un peu plus tard, vont nous dire, finalement, l'éthique, ça donne une apparence tranquille de guide du savoir-faire soignant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit qu'on fait une réflexion éthique, on est à peu près tranquille sur le fait que l'on va... avoir un guide, c'est le guide éthique, avoir un label, c'est le label éthique, et puis finalement produire des actions soignantes, comme disait Armand en propos introductifs, produire une action soignante qui est respectueuse du patient, digne pour le patient. Finalement, ce qui est vraiment inquiétant, en tout cas pour nous les soignants, c'est ce que nous apprend la littérature, qui est juste descriptive sur comment ça se passe, les monographies de services qui nous apprennent comment ça se passe dans les services. C'est pas possible que, à partir du moment où on rentre dans un service, c'est déjà écrit pour nous, c'est pas possible du coup que, en tout cas, j'ai pas d'assurance en tant que patient
que la réflexion va être collée à mon cas, à ma singularité, à mon histoire, etc. etc. Donc je pose effectivement l'hypothèse qu'il y a une limite franche, ça c'est une hypothèse issue du terrain, qu'il y a une limite franche aux règles que nous a rappelé Jean-Luc Chopard tout à l'heure, hein, puisque ces services travaillent selon les règles qu'on a vues auparavant. Si on reste sur ce que nous disait Paul Ricoeur, c'est dans les situations difficiles qu'il nous faut inventer la norme et le jugement. Je vous propose de faire l'exercice suivant. Essayons de produire des normes pour les cas difficiles. Ce dont je parlais avant. Un enfant, un adulte qui n'a pas beaucoup d'autonomie. La première question qui se pose, c'est quelles sont les normes, quelles sont les règles que l'on peut inventer? La deuxième question, c'est qui va les inventer? Qui va produire ces règles? Et la troisième question, c'est finalement comment elles vont être appliquées. Bon, c'est toute la question du jugement évoqué par Paul Ricoeur. En médecine, les règles, les principes éthiques qui font le plus office de valeur et de repère pour les praticiens sont des principes de Bosson et Childress qui sont au nombre de 4. Alors moi sur ça déjà, il y a un truc qui bug, parce que par exemple, nous en équipe mobile de soins palliatifs, on fait énormément d'aide à la décision dans les équipes. Il y a un truc qui bug, c'est-à-dire vraiment les équipes, ce qu'elles nous rapportent, elles ne sont pas basées, leurs valeurs dans le soin, c'est pas Beauchamp et Childress, leurs valeurs dans le soin, ça va être toutes les valeurs du CARE, qui ne sont pas des principes, c'est assez revendiqué par la littérature du CARE pour que j'insiste dessus, les valeurs du CARE qui sont finalement la question de la relation et de la responsabilité dans laquelle je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est pour vous donner des exemples de finalement ces règles positives-là, elles suffisent pas. En tout cas, les règles positives, ce que nous disent les philosophes aussi, c'est finalement, c'est pas satisfaisant sur le plan intellectuel parce que ça laisse pas assez de place à la créativité. Donc finalement, j'ai ça et puis une autre diapositive, finalement, l'enjeu, est-ce que c'est pas la construction d'un sens collectif? C'est-à-dire, en fait, c'est pas tellement de dire on a réfléchi, on a fait une réflexion éthique et on y a posé un label et on est sûr qu'elle est éthique. Est-ce que finalement l'enjeu, c'est pas de construire collectivement en équipe un sens, c'est-à-dire le pourquoi, le comment on va prendre en charge ce monsieur dans une situation donnée particulière. Quelle régulation peut-on prévoir si l'éthique garde une position critique vis-à-vis des normes? Parce que c'est pas très rassurant non plus qu'à chaque fois que l'on parle de... Si on se définit comme transgressif à chaque fois, je ne sais pas si on oserait soutenir cette position-là vis-à-vis de patients, mais il faut quand même qu'on arrive à garder un cadre dans lequel on leur assure que la visée du soin, c'est bien le respect de leur personne et la dignité. Et donc, finalement, je vais finir là-dessus avec deux propositions. Une proposition importante, c'est la question du collectif. Est-ce que ce n'est pas au collectif d'assurer cette régulation pour permettre à l'éthique de garder à la fois une position critique et à la fois une position qui respecte un certain nombre des règles que l'on a vues au cours de cette... auparavant par Jean-Luc Chopard et au cours de cette soirée.